Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du dimanche 2 février 2025, épisode 178. Je suis Marc-Frédéric Gomez, toujours en direct des terres du Berry sous un magnifique soleil polaire, mais après une raclette de la mort qui tue suivie de crêpes au beurre salé et Nutella pour faire glisser le tout, je vais hyper bien et j'espère que vous aussi vous allez bien. Au programme aujourd'hui de cette édition, dans le désordre, je vous cache pas, des hackers nord-coréens exploitent une faille RID pour des attaques ciblées. Google a bloqué plus de 2,3 millions d'applications Android en 2024. DeepSeek a exposé des données utilisateurs et des historiques de chat. Une faille de configuration dans des serveurs de DeepSeek a rendu accessibles des conversations et données privées des utilisateurs. En Pologne, un ancien ministre de la Justice arrêté dans une affaire de cybersurveillance. Tata Technologies victime d'une attaque par ransomware. Globe Life, une fuite de données pourrait impacter 850 000 clients supplémentaires. Globe Life est un assureur de santé majeur aux États-Unis. Et enfin, multiples vulnérabilités dans le noyau Linux d'Ubuntu. Le CERT-FR a publié un avis concentré concernant plusieurs vulnérabilités affectant le noyau Linux des systèmes Ubuntu. Bien entendu, toutes les sources utilisées pour cette revue d'actualité sont disponibles dans la description de l'épisode. De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les noyaux Linux des distributions Ubuntu de la 14.04 à la 24.10, y compris les 20.04, 22.04 et 24.04 LTS. Ces failles répertoriées sous plusieurs identifiants de CVE exposent les systèmes à des risques d'élévation de privilèges, déni de service à distance, atteinte à la confidentialité des données et contournement de la politique de sécurité. La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des vulnérabilités documentées sont référencées dans plusieurs bulletins de sécurité d'Ubuntu qui ont été publiés entre le 27 et le 30 janvier 2025. Ubuntu a publié des correctifs pour ces failles de sécurité et le CERT-FR a fait un avis de sécurité qui fait tout le récap. Je vous recommande fortement de le lire si vous avez ça. On vérifie ses infras, puis on patch, du classique. Dans la rubrique fuite de données, en juin 2024, Globe Life avait détecté une intrusion non autorisée sur des portails web compromettant potentiellement les données de ses clients. L'enquête initiale avait estimé que l'incident affectait environ 5000 personnes, principalement des clients de sa filiale American Income Life Insurance Company. Cependant, des investigations ultérieures ont révélé que la base de données supplémentaire gérée par des agents indépendants pourrait avoir été consultée, exposant ainsi les informations personnelles d'environ 850 000 clients supplémentaires. Les données concernées incluent des noms, des adresses e-mail, des numéros de téléphone, des adresses postales, et dans certains cas des numéros de sécurité sociale et des informations liées à la santé et aux pathologies. Globe Life a engagé des experts en cybersécurité pour approfondir les investigations et informer les autorités fédérales compétentes. La société prévoit de notifier les individus potentiellement affectés et de leur fournir une assistance appropriée. On avait remonté l'incident dans les premiers épisodes du podcast du mois d'août. Il faut savoir que Globe Life Insurance fait un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars avec un bénéfice net de 5 milliards de dollars. C'est un leader de l'assurance. Vous vous rendez compte ? 12 milliards de chiffre d'affaires avec 5 milliards de bénéfices. Ils ne doivent pas vous rembourser grand-chose. Je suis convaincu que le CISO et la DSI ont dû obtenir de nouveaux budgets suite à cette attaque, ce qui est très intéressant vu que c'est un incident qui est suivi aux normes au niveau fédéral. On a de l'info sur l'incident. À suivre. Tata Technologies Limited, une filiale de Tata Motors, a affirmé avoir été victime d'une attaque par ransomware impactant certains de ses systèmes informatiques. L'entreprise, spécialisée dans le design automobile, l'ingénierie aérospatiale et la R&D technologique, a annoncé la suspension temporaire de plusieurs services IT qui ont depuis été restaurés. Les services de livraison aux clients n'ont pas été affectés par l'attaque et sont restés pleinement opérationnels. Une enquête approfondie est en cours avec des experts en cybersécurité afin d'analyser l'ampleur de l'incident et d'évaluer d'éventuelles exfiltrations de données. Ce qui est intéressant à ce stade de l'attaque, c'est qu'aucun groupe de ransomware n'a encore revendiqué celle-ci, et il n'a pas confirmé si des données ont été volées ou pas. Dans les cas de cyberattaques sur des entreprises technologiques, il est fréquent que des informations sensibles, brevets ou documents internes puissent être compromises. Il faut savoir, c'est là que Radio Cessort a du bon parce qu'on garde l'historique, et là je l'ai gardé même avant que Radio Cessort existe. En octobre 2022, Tata Power, une autre filiale du groupe, avait été ciblée par le groupe Hive, qui avait volé et publié des schémas techniques, des données bancaires et des informations clients sur le dark web. The Record nous apprend que l'ancien ministre de la Justice polonais, Zbigniew Ziobro, a été arrêté accusé d'avoir autorisé l'utilisation de fonds publics pour financer des logiciels espions utilisés contre des opposants politiques. Cette arrestation intervient après celle de Piotr Pogonowiczki,
ancien chef de l'agence de sécurité intérieure, dans le cadre d'une enquête plus large sur l'utilisation de l'outil de surveillance Pegasus développé par NSO Group. L'affaire concerne plus de 600 personnes ciblées entre 2017 et 2022. Le Premier ministre, Donald Tusk, a déclaré en février que des documents confirmaient à 100%, l'usage de Pegasus contre des opposants politiques. C'est-à-dire que l'outil n'a pas servi à faire de la sécurité nationale. Non, on était dans le cas, comment ne pas avoir d'opposants politiques. Une commission du Sénat polonais avait déjà dénoncé en 2019, ça veut dire il y a 6 ans, des violations graves des standards constitutionnels pointant l'impact du logiciel espion sur l'élection législative de cette année-là. D'autres pays européens, dont l'Espagne, la Grèce et la Hongrie, ont également été impliqués dans des affaires similaires. Ziobro avait refusé de coopérer avec les enquêtes, tu m'étonnes, affirmant que cela constituerait un acte illégal. Des organisations de défense des droits humains comme Access Now soulignent les efforts de la Pologne pour demander des comptes aux responsables. L'ONG souligne notamment que le gouvernement précédent avait détourné des fonds destinés aux victimes de crimes pour financer ses opérations de surveillance. La société chinoise DeepSeek AI a exposé des données sensibles d'utilisateurs, notamment des historiques de conversation, des clés d'authentification API et des journaux système en raison d'une base de données non sécurisée découverte par la société de cybersécurité Wise. Ça a été un petit peu le drama queen de cette semaine. Surtout que tous les acteurs qui faisaient de l'IA à coût de dizaines, voire de centaines de milliards, ils se sont vus qu'un mec avec 5 millions de dollars, il les a fumés, quoi. Pardon. Et il leur a mis une cartouche. L'exposition provenant d'un système de gestion de données type ClickHouse ouvert contenant plus d'1 million de lignes de log sans aucune mesure d'authentification a permis de faire cette exfiltration de données. Les chercheurs de Wise ont averti que cette faille aurait pu permettre un accès total à la base de données et potentiellement mener à une élévation de privilèges au sein des systèmes internes de DeepSeek. C'est évident que les agences de renseignement n'auront pas utilisé une telle faille. Vraiment. Alors, il n'est pas encore confirmé si des acteurs non autorisés ont accédé aux données avant leur sécurisation. Toutefois, étant donné la facilité avec laquelle la faille a été identifiée, les chercheurs estiment qu'il est probable que d'autres aient pu en prendre connaissance. Alors cette fuite intervient quelques jours après qu'OpenAI a accusé DeepSeek d'avoir utilisé ces données, méchant garçon, pour entraîner ses modèles d'IA, soulevant des préoccupations supplémentaires sur la sécurité et l'éthique de l'entreprise. Bien que la base de données ait été verrouillée depuis, cet incident met en évidence les risques croissants liés à la protection des données dans l'industrie de l'IA. Alors, si vous utilisez ce type de service, moi je ne peux que vous recommander fortement de faire preuve de prudence lorsque vous interagissez avec des plateformes d'IA, quelles qu'elles soient, aux pratiques de sécurité incertaines. Personnellement, utiliser l'IA pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme composition dans un médicament, aujourd'hui c'est la crêpe, les Chandler. Moi j'ai demandé comment faire la recette de la Chandler à ChatGPT. J'avais la flemme d'aller sur Marmiton, c'est un exemple. Mais j'ai pas été lui dire, tiens, je vais installer tel type de firewall pour bloquer tel type d'attaque et je voudrais pouvoir détecter tel APT. On met pas ça dans une IA. Il y a d'autres moyens de le faire, mais on va pas dans l'IA. Ou si on le fait, c'est vraiment d'une façon très mature et comprise. Donc, on ne prend pas ce sujet à la légère, on se forme sur les risques associés, c'est vital. Une autre excellente bonne nouvelle de Google, qui a bloqué 2,36 millions d'applications Android en 2024, pour violation de ses politiques de sécurité, empêchant ainsi leur publication sur la Google Play Store. Alors cette initiative vise à limiter la propagation des logiciels malveillants et espions sur la plateforme. Il y a 158 000 comptes de développeurs qui ont été interdits après avoir tenté de distribuer des applications malveillantes. Vous voyez, on est quand même sur une autre échelle. On n'est pas sur 2-3 loups solitaires, on est sur 158 000 développeurs. Et l'un des facteurs clés de cette détection, ça a été l'utilisation de l'intelligence artificielle pour assister les examinateurs humains. C'est-à-dire que quand il y a des contrôles pour savoir si le développeur a un profil plus ou moins malveillant ou qui veut mettre des logiciels malveillants, plus de 92%, c'est ça qui est extraordinaire le niveau de maturité, 92% des décisions de blocage d'applications ont été prises grâce à l'IA permettant une détection plus rapide et efficace des logiciels potentiellement dangereux avant leur mise en ligne. C'est vrai qu'un logiciel qui va combattre les moustiques sur votre iPhone et qui vous demande d'avoir accès à vos contacts, on se doute que c'est pas pour votre bien. Mais de plus, les blocages des applications malveillantes, Google a empêché 1,3 million d'applications de demander des permissions excessives, limitant ainsi leur accès aux données sensibles des utilisateurs. Ces efforts s'inscrivent dans une stratégie globale visant à renforcer la sécurité du Play Store et protéger les utilisateurs Android contre les cybermenaces. Apple fait aussi la même chose, donc il n'y a pas de système plus ou moins bon ou mauvais.
Tous ces chiffres montrent que le business criminel qui passe à une échelle internationale avec des volumes industriels. On n'est pas sur des loups solitaires. Le groupe de hackers nord-coréen, Andariel, affilié à Lazarus, exploite une technique discrète appelée le RID hijacking pour obtenir un contrôle total sur les systèmes Windows. Cette méthode leur permet de transformer un compte standard d'un utilisateur en compte admin, tout en contournant les mécanismes de sécurité classiques. J'ai regardé un peu techniquement, c'est une tuerie, comment dirais-je, comme diraient aujourd'hui mes enfants, c'est une dinguerie. Il faut savoir que Windows attribue un Security Identifier, un SID, à chaque compte utilisateur et qui contient un Relative Identifier, c'est ce qu'on appelle le RID, qui va déterminer son niveau d'accès. Donc les RID les plus courants, quand vous regardez, le 500 c'est pour être administrateur par défaut de votre plateforme. Le 501 c'est un compte invité et au-dessus de 1000 c'est des comptes utilisateurs classiques. Les attaquants vont modifier le RID d'un compte normal qui lui correspond à celui d'un administrateur. Étant donné que Windows accorde leur permission en fonction du RID, le système va accorder automatiquement des droits élevés à ce compte sans déclencher d'alerte de sécurité. Ça tue, hein? Et cette opération nécessite un accès en profondeur aux fichiers du système, en particulier au Security Account Manager, le fameux SAM, qui stocke toutes les informations de connexion. Andariel infiltre les systèmes en exploitant des vulnérabilités logicielles ou via des campagnes de phishing. On revient toujours sur du basique. Vous voulez poncer un système d'information, une vulne, un bon phishing, ce qu'on appelle un spear phishing, et c'est comme papa dans... Voilà, vous avez compris. Une fois à l'intérieur, les hackers utilisent des outils comme PSEC, Juicy Potato pour obtenir des privilèges système. Cependant, ce niveau d'accès présente certaines limites, notamment l'impossibilité de se connecter à distance et une visibilité accrue pour les solutions de sécurité. Donc pour contourner ces restrictions, les attaquants vont créer un compte caché en ajoutant $1 à la fin de celui-ci, ce qui le rend invisible dans la liste des comptes classiques. C'est beaucoup plus dur si vous faites du check à la main. Ensuite, ils vont modifier son RID pour lui accorder des privilèges d'administrateur, tout en restant sous le radar des systèmes de détection. Bien entendu, il existe des mesures de protection contre le RID hijacking. Il faut surveiller les connexions utilisateurs avec le Local Security Authority, ce qu'on appelle le LSA, pour détecter des modifications suspectes, restreindre l'accès aux fichiers systèmes critiques, notamment le SAM Registry, bloquer l'exécution d'outils de hacking comme PSExec et Juicy Potato, et activer l'authentification multifactor, c'est la base, et auditer les comptes utilisateurs. C'est jouable si vous avez des grosses équipes dans des grandes infrastructures. Vous êtes une TPE, une PME, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut faire appel à un prestataire qui a ce niveau de maturité. Quand vous posez la question, c'est quoi un RID, c'est quoi un SID, vous allez tout de suite savoir si votre prestataire, s'il maîtrise ou pas les parcs Windows. Et si je devais conclure sur le RID hijacking, qui est quand même connu depuis 2018, c'est pas une nouvelle menace, hein. Cette méthode était initialement une méthode expérimentale de persistance sur les systèmes Windows, pour ceux qui font de la sécurité depuis quelques mois. Son utilisation actuelle, par un groupe d'États-nations comme Andariel, démontre encore une fois l'évolution des attaques furtives, leur sophistication croissante, mais surtout la réutilisation. Ils font du reuse. Ils vont pas réinventer l'eau chaude. Quelque chose qui a marché il y a 5 ans, il y a 6 ans, voire 7 ans, eh ben on va le réutiliser et ça va passer parce que tout le monde n'aura pas mis à jour. Et voilà, cet épisode de Radio CSR du dimanche 2 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je vous cache pas que raclette, il y avait tout, raclette, crêpes, j'ai du mal, hein. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, ne soyez pas timide, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSR au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Je vais voir s'il reste du Nutella, j'ai faim.